Donc d'abord remercier Stéphane et la EPS bien sûr de leur invitation. Moi ça me fait très chaud au cœur d'être parmi vous aujourd'hui, très chaud au cœur de me sentir avec vous à la fois solidaire, chaleureusement, dynamique comme le disait François Lavie tout à l'heure. Merci donc de votre accueil, merci infiniment. Peut-être vais-je commencer par un élément un peu personnel. Moi j'ai toujours été le premier surpris et très surpris de constater que mes travaux pouvaient intéresser des professeurs de PS. J'avais moi-même été un très très mauvais élève en EPS et je gardais de l'EPS des souvenirs extrêmement cuisants. Moi j'ai vécu l'EPS à une époque où la classe était divisée en 3 vagues, la vague des bons, la vague des moyens et la vague des mauvais. Et au sein de chaque vague on était classés et moi j'étais le dernier de la dernière vague. C'était terrible et j'ai passé des moments très durs en particulier parce que je résistais pour des raisons assez mystérieuses à monter à la corde et je restais pendu au bas de la corde et le professeur pour me faire honte me laissait pendu pendant 10 minutes, un quart d'heure, devant mes camarades qui se moquaient de moi. Donc j'ai gardé un souvenir qui n'était pas très très heureux de l'EPS. Et j'ai été complètement sidéré de voir quand j'ai commencé à travailler que c'était avec les collègues d'EPS que je travaillais le mieux. Quand j'ai commencé à enseigner en collège, je me suis tout de suite embarqué dans un projet interdisciplinaire avec le professeur d'EPS de ma classe, puis avec tous les professeurs d'EPS de mon collège. En 1982, 81, 82, aucun d'entre vous n'était né ici. Il y a eu ce qu'on a appelé la rénovation des collèges. J'étais à ce moment-là un formateur qui intervenait dans les collèges pour la rénovation des collèges. Et dans tous les collèges où j'allais, où on essayait de mettre en place des projets, eh bien chaque fois les professeurs de PS répondaient présents, ils étaient là, on travaillait avec eux et c'était un vrai bonheur que ce travail avec eux. Après, j'ai découvert le PS et je l'ai découvert à travers la qualité de la formation initiale, de la formation continue des professeurs de PS. Je crois que c'est un mystère pour personne. C'est bien dans cette discipline, avec peut-être chez les CPE et chez les documentalistes, peut-être un peu chez les professeurs d'école aussi, c'est bien dans cette discipline que la formation initiale et la formation continue est de meilleure qualité. Quand j'ai commencé mes travaux de recherche, j'ai tout de suite été intéressé par ce que faisaient mes collègues à EPS et j'ai tout de suite, avec des gens comme Pierre Parlebas, Georges Vigarello, engagé une interlocution. J'ai tout de suite été intéressé par les débats qui existaient à EPS. Pierre se souvient de ces débats, ils étaient vifs mais ils étaient chaleureux en même temps. Et je trouve qu'il y a peu de disciplines qui a vécu ainsi des débats qui étaient à la fois des débats de didactique et des débats de société d'une certaine manière. Pierre a eu la gentillesse de m'inviter une fois ou l'autre à participer à une soutenance de thèse qu'il dirigeait et j'ai toujours eu beaucoup de plaisir, d'autant plus que j'avais travaillé pour ma part sur la question des interactions cognitives dans les groupes et que c'est une question qui intéressait bien sûr les professeurs de PS. Mais au-delà de ce compagnonnage, je me suis souvent demandé qu'est-ce qui nous réunissait, quelle était cette sorte d'affinité précritique qui faisait que quand je me retrouvais avec un professeur de PS, j'avais le sentiment d'être sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qui se passait? Bien, je crois que nous partageons le même attachement à la pédagogie. Le même attachement à une pédagogie qui s'efforce de prendre en compte à la fois les finalités de l'éducation, les connaissances scientifiques sur l'éducation, et qui est attentive à mettre en œuvre des pratiques rigoureuses et qui cherche à organiser ce triangle entre les finalités, les connaissances nécessaires pour éclairer la pratique et la mise en œuvre rigoureuse des pratiques. Et puis en allant un peu plus loin, il me semble qu'avec les professeurs de PS tels que je les rencontre et que je les côtoie, nous avons ensemble quelque chose, alors je sais que ce n'est pas un concept très stabilisé, mais quelque chose qui relève d'une même attitude par rapport aux élèves. Une attitude que je ne saurais pas définir d'une manière scientifique précisément, mais qui relève d'une sorte d'exigeante bienveillance ou de bienveillance exigeante. Une forme d'accompagnement qui est à la fois très soucieux de fournir des outils et très respectueux de l'engagement de la personne. Et je trouve que là, on est vraiment au cœur de la pédagogie. Être soucieux de fournir des outils parce qu'il n'y a pas de liberté du vide, les gens ont besoin d'être nourris, d'être aidés, d'être accompagnés, et en même temps, les gens ont besoin de sentir que c'est eux qui sont interpellés, que je ne vais pas agir à leur place et que j'interpelle leur liberté. Et je crois que cette attitude-là, cette attitude qui est authentiquement pédagogique, nous la partageons. Et puis, il me semble que dans le projet même de l'EPS aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous réunit. J'ai eu l'occasion de le dire quand certains collègues sont venus m'interviewer pour me demander ma perception de l'EPS et pourquoi ça me paraissait très important aujourd'hui d'intervenir et de travailler sur cette discipline. J'avais dit à ce moment-là,
Je crois que nous vivons un temps où il y a le danger de retour du corps primaire, du corps pulsionnel. Et que face au corps primaire et au corps pulsionnel, nous avons besoin de disciplines qui permettent de retrouver le sens de l'intention, qui permettent de refonder le geste derrière la gesticulation, pour faire passer le geste intentionnel devant ou au-dessus de la gesticulation, faire passer l'activité avant l'activisme, retrouver au fond le sujet dans une société qui a tendance à dissoudre ce sujet. Et je trouve que là, il y a quelque chose de fort dans ce que fait le PS aujourd'hui. De fort qui est un acte de résistance par rapport à une situation où le sujet soit instrumentalisé par la publicité ou les médias, soit nié, soit récusé, soit dissous dans une multitude d'activités. Au fond, moi, ce que j'ai souvent trouvé chez mes collègues de PS, c'est l'idée d'un appel à l'intentionnalité de la personne, à l'intentionnalité du geste. C'est cet appel à l'autre en tant qu'il est un sujet qu'il doit exprimer une intention et que cette intention, elle va se manifester dans une activité sportive, dans une activité motrice simplement, dans une interaction avec les autres et qu'on va sortir de cette dispersion absolue pour retrouver une manière de se projeter dans quelque chose qui nous construit. Et ça me relie très fortement aux professeurs d'éducation physique et sportive. Alors si je voulais vous dire ça, c'est parce que je crois que nous sommes attachés ensemble à la pédagogie. Mais la pédagogie ne se porte pas très bien. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec Stéphane, intitulé cette rencontre « Faut-il désespérer de la pédagogie ?» C'était une manière un peu provocatrice aussi d'intituler ce moment ce soir. Je me sens pédagogue comme je vous sens pédagogue et je crois que nous sommes embarqués dans la même galère et que nous sommes les uns et les autres invectivés par certains ou certaines qui nous disent « Mais qu'allez-vous donc faire dans cette galère de la pédagogie ?» Alors c'est vrai que c'est une galère qui prend l'eau depuis quelque temps quand même. Hein. La France n'est pas particulièrement le pays de la pédagogie. La France est le pays qui a toujours préféré Voltaire à Rousseau. D'ailleurs, vous avez un très grand boulevard Voltaire à Paris et un tout petit square Jean-Jacques Rousseau, qui est assez difficile à trouver d'ailleurs sur les plans de Paris. La France a toujours préféré l'esprit venimeux et brillant à la fois de Voltaire, au caractère un petit peu studieux, besogneux, un peu torturé et compliqué de Rousseau. Elle a toujours préféré ceux qui se débarrassent des problèmes avec une formule, comme c'était le cas de Voltaire, à ceux qui travaillent les problèmes en profondeur, quitte à se confronter parfois à des questions complexes qu'ils avouent ne pas pouvoir résoudre. Alors en France, oui, il vaut mieux être Voltaire. Il vaut mieux être Voltaire que Rousseau. Voltaire suscite l'enthousiasme, Rousseau est caillassé. Il a été caillassé un peu partout, là où il s'est trouvé, ici d'ailleurs, dans ce quartier. Au moment de la sortie du Contrat social et de l'Émile, vous savez que ces deux livres sont sortis exactement la même année et que le Contrat social est même repris quasiment textuellement dans l'Émile. Ce sont ces deux textes fondateurs en termes philosophiques. Il a dû quitter Paris sous les huées, sous les cailloux. Et aujourd'hui, on reçoit encore quelques cailloux quand même. Les pédagogues. Quelques cailloux, c'est pas nouveau. J'ai retrouvé dans les archives un débat qui date de l'époque de Jules Ferry, 1882. 1882, création de l'école républicaine. Jules Ferry confie à Marion le cours de sciences de l'éducation à la Sorbonne. Et Marion inaugure son cours par une leçon qu'il intitule « Il n'y a qu'une seule méthode et c'est la méthode active ». C'est le titre du cours, je fais un clin d'œil à Pierre, c'est le titre du premier cours de sciences de l'éducation donné à Paris par Marion à la Sorbonne. Les instituteurs de l'époque suivent ces cours de Marion avec assiduité, mais très vite Marion est attaquée de tous les côtés, et en particulier par les grands intellectuels de l'époque. Il y en a un qui se caractérise parmi eux par son caractère brillant, voltairien, intransigeant. Il s'appelle Brunetière. Brunetière, il est un peu contre tout. Il est contre Flaubert, contre Zola, contre Baudelaire, parce qu'il trouve que tout ça, c'est de la décadence. Il est aussi anti-Dreyfusard, parce qu'il considère qu'au fond, Dreyfus doit être coupable. Et il sera anti-Dreyfusard. Et il s'en prend violemment à Marion dans un texte célèbre qui est publié à l'époque dans la Revue des Deux Mondes, qui est l'équivalent un petit peu du Point, du Nouvel Obs, de tout ce que vous voulez, la grande revue intellectuelle qui se lisait dans tout Paris. Et il conclut cette attaque contre Marion en disant « Ça suffit les sciences de l'éducation, ayons avant tout des professeurs qui ne songent qu'à professer et moquons-nous définitivement de la pédagogie. Moquons-nous définitivement de la pédagogie. Ayons avant tout des professeurs qui ne songent qu'à professer, c'est-à-dire des professeurs à qui l'on n'apprend qu'une seule chose, c'est la discipline qu'ils doivent enseigner. » Et Durkheim,
peu de temps après, reprendra cela. Il dira, professeur aussi à la Sorbonne, tout à côté d'ici, que quand il regarde ses collègues de la Sorbonne, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre ce qu'il appelle un vieux préjugé français contre la pédagogie. Un vieux préjugé français contre la pédagogie, contre ceux qui s'efforcent de transmettre des savoirs et de s'intéresser non seulement aux savoirs qu'ils transmettent, mais à ceux qui les reçoivent, dit Durkheim. Et il dit, il y a comme un péché en France de s'intéresser non seulement aux savoirs qu'on transmet, mais aussi à ceux qui les reçoivent. Eh bien, on n'en est pas tout à fait encore là, mais toujours quand même un peu là. Il y a relativement peu de grandes revues en France qui donnent une place à la pédagogie. Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelque temps, c'est pas une émission de télévision sur les questions pédagogiques. Il y en a relativement peu. À ma connaissance, il n'y en a pas eu depuis très très longtemps, y compris sur des chaînes qui consacrent beaucoup de temps à beaucoup de parlotte et de débats. Les questions pédagogiques n'intéressent pas l'opinion et elles sont un peu méprisées. D'une certaine manière, elles sont renvoyées à un ministre que pourtant j'ai bien connu, avec qui j'ai beaucoup discuté, qui disait ça, à des problèmes de couche-culotte. La pédagogie, c'est pour les petits. Au fur et à mesure qu'on grandit, on n'a plus besoin de pédagogie, on a besoin de savoir. Alors je vais structurer évidemment mon propos en deux temps. Premier temps, quelles sont les raisons qui nous feraient désespérer aujourd'hui de la pédagogie? Et puis deuxième temps, évidemment, quelles sont les raisons qui nous font espérer? Quelles sont les raisons qu'il nous faut désespérer? Parce que si on veut être lucide, il faut entendre les discours de ceux et celles qui nous entourent. On a besoin de les entendre pour les comprendre et pour y répondre. Mais pour les comprendre, pas simplement pour être réactif par rapport à eux. Alors, 4 raisons de s'inquiéter de la pédagogie au niveau général. Je vais les énoncer, puis je les reprendrai les unes à la suite des autres. D'abord, les ambiguïtés d'un certain discours pédagogique. Ensuite, les récupérations multiples dont le discours pédagogique fait l'objet. Ensuite, les prétentions des autres disciplines qui veulent légiférer sur l'éducation. Et enfin, les ambitions même qui sont parfois un peu démesurées de la pédagogie. Premier élément, les ambiguïtés du discours pédagogique. Pierre m'en voudra pas si je rappelle qu'au moment de l'émergence de l'éducation nouvelle, 1921, ça fait un siècle, les fondateurs de l'éducation nouvelle se retrouvent à Calais. La guerre de 14-18 s'est achevée il y a 3 ans, un massacre sans nom, une barbarie énorme. Et au-delà de leurs différences de sensibilité, il y a là à la fois des francs-maçons et des théosophes. Il y a là des catholiques pratiquantes, disciples de Maria Montessori, avec des anarchistes libertaires comme Alexander Summerland Neal, le fondateur de Summerhill. Au-delà de leurs différences de sensibilité, ils en ont beaucoup, ils se réunissent en disant plus jamais ça, on veut pas la guerre, on veut plus la guerre, on veut plus que les enfants soient de la viande pour la boucherie de la guerre. Et pour ça, on veut que l'éducation joue enfin son rôle. Ils se réunissent à Calais, ils signent une charte, ils s'engagent ensemble. Ça va pas être de tout repos à l'éducation nouvelle. Au cours de tous les congrès, ils débattent et ils débattent parfois d'une manière extrêmement dure. Entre eux, c'est pas le long fleuve tranquille. Sur des questions comme l'autorité, sur des questions comme le rapport à la nature, sur des questions comme le jeu, la place du jeu, il y a des différences radicales. Sur les questions du matériel pédagogique, entre Freinet et Montessori, il y a des différences énormes. Et d'ailleurs, après une phase où ils sont à peu près d'accord, ils vont finir par se tirer des plombs d'une manière assez forte. Mais malgré tout, ils sont d'accord autour d'un même objectif, qui est « Croyons que l'éducation peut quelque chose pour faire évoluer la société vers plus de justice et de paix ». C'est un beau discours. Et c'est un beau discours qui est encore répercuté ici ou là aujourd'hui, mais qui n'est pas sans ambiguïté. Pour avoir étudié sur le plan historique un petit peu comment ce discours s'est construit, j'ai pu observer que, y compris entre ceux et celles qui s'estimaient, il y avait des différences assez radicales. La manière dont Ferrière, qui est le président de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle, conçoit le travail de groupe est une manière extrêmement libérale. Il dit qu'il faut que les élèves travaillent en groupe le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que ça permet de faire émerger le plus rapidement les futurs chefs. C'est une manière de faire émerger les chefs. Freinet, lui, va défendre l'idée que le travail de groupe doit être coopératif et est une préfiguration de la société communiste. Entre eux, c'est à la fois beaucoup d'amitié, mais quelques désaccords sociétaux assez profonds. Il y a des désaccords aussi sur la vision de l'enfance. Entre une vision assez spontanéiste, qui est celle de Maria Montessori, qui voit un peu l'enfant comme une fleur qui se développe et qui multiplie les métaphores horticoles. Vous savez, les métaphores horticoles, l'épanouissement, le maître jardinier, tout ça, enfin, l'enfant en bouton, tout ce que vous voulez. Et puis, ceux qui, comme de Crowley par exemple, considèrent qu'il y a des contraintes nécessaires et que ces contraintes sont fécondes parce qu'elles permettent de se développer. Eh bien, le débat est relativement vif.
De la même manière, il y a des différences de sensibilité sur la question de la culture. C'est peut-être moins évident, mais c'est tout aussi important. Un certain nombre des tenants de l'éducation nouvelle considèrent que la culture, c'est ce qui s'impose. D'autres considèrent que la culture, c'est ce qui s'expose. Et entre les deux, le débat n'est pas toujours facile. La culture s'impose au nom d'une vision universelle. La culture, c'est ce qui ne se discute pas, pour certains d'entre eux. Pour d'autres, au contraire, la culture, c'est ce qui s'expose humblement et qui va nécessiter l'adhésion et la compréhension de l'autre pour acquérir son statut d'universalité. Alors aujourd'hui encore, eh bien, quand on regarde ceux et celles qui prétendent faire de la pédagogie, on va trouver ces distinctions. Et on va trouver derrière un discours pédagogique parfois qui est très général et généreux, des désaccords qui sont peut-être pas suffisamment travaillés et peut-être pas suffisamment conscientisés. Pour avoir beaucoup réfléchi, observé, mené des travaux sur la pédagogie de groupe, je peux dire que cette pédagogie de groupe qui fait l'objet d'un relatif consensus chez un certain nombre de pédagogues peut prendre des formes radicalement différentes. Moi, j'ai vu beaucoup de groupes où, globalement, dès qu'on donne un projet à réaliser par les élèves se répartissent spontanément en concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Les concepteurs conçoivent ou décident, les exécutants obéissent, les chômeurs ne font rien parce qu'ils savent rien faire et les gêneurs, on essaye de les refiler au groupe d'à côté. Bon. Cette division du travail, j'ai vu beaucoup de collègues qui s'en satisfaisaient. Ce qui m'a inquiété dans mes travaux, c'est que les collègues qui s'en satisfaisaient n'étaient pas toujours sensibles au fait que les élèves réussissaient ou parvenaient à intérioriser un statut social, qui le plus souvent reproduisait d'ailleurs une position qu'ils avaient occupée dans la famille ou dans la société. Et que le danger était que dans une pédagogie qui se prétendait progressiste, on fait du travail de groupe, qui utilise des beaux mots comme solidarité et coopération. On enferme certains dans la position d'exécutants, alors que d'autres se placent en position de chef et de leader, et y restent et s'y développent, et se construisent en quelque sorte dans cette position. Face à cela, il y en a qui disent « Mais non, moi je ne me résigne pas à ce que le groupe ce soit ça. Je voudrais qu'un groupe soit réellement un groupe de coopération. » Alors je vois un EPS, mais pas seulement, des gens qui développent des techniques comme la technique de la classe puzzle, que notre collègue Elliot Aronson avait développée aux États-Unis il y a déjà 40 ou 50 ans, et qui sont des techniques qui s'efforcent de permettre à ce que chacun dans le groupe ait quelque chose à apporter et bénéficie du progrès que le groupe fait faire à tous. Mais c'est un enjeu énorme. Et cette différence entre une manière de structurer le groupe qui renvoie à une division du travail excluante et une autre manière d'organiser le travail du groupe qui renvoie à un partage où chacun progresse, eh bien c'est un enjeu fort. Et je pense qu'il faut travailler ces enjeux. Et que si on ne veut pas désespérer de la pédagogie, il faut clarifier ces problèmes et il ne faut pas hésiter nous-mêmes à observer ce qui se passe, à observer, à regarder. Quand on met des élèves en groupe, qu'est-ce qui se passe? Qui gagne? Qui dirige? Et comment ça se passe? Comment ça s'organise? Qui tire son épingle du jeu? Qui est humilié? Qui est exclu, directement ou indirectement? Comment ça se passe? Je pense que nous avons tout intérêt à regarder cela, à être lucides. Sinon, nous allons mettre sous le mot pédagogie à la fois des finalités et des pratiques extrêmement différentes. Deuxième raison de s'inquiéter sur la pédagogie, c'est le fait qu'elle soit récupérée par une multitude de discours à la mode. Les récupérations multiples du discours pédagogique. Alors vous en connaissez un petit peu un EPS, vous. Je discutais avec une collègue tout à l'heure et on évoquait ensemble le fait qu'aujourd'hui l'EPS, je ne dis pas pour vous, pour les enseignants, mais pour l'opinion publique. C'est un peu quelque chose qui cherche sa voie entre le sportisme et le développement personnel, c'est-à-dire entre la préparation des Jeux Olympiques et le yoga pour tous. D'un côté, une espèce de sportisme qui cherche la performance, et de notre côté, une idéologie du bonheur, de la réalisation de soi, on s'assoit par terre, on sent les forces tellurines, on boit de la tisane, et puis tout ça. Bon. Et on voit bien que dans l'opinion publique, il y a les deux. Vous allez comme moi dans les librairies, vous voyez la multitude d'ouvrages qui, autour de ces questions du bien-être, vont soit dans le sens d'un individualisme à outrance, chacun pour soi et que le meilleur gagne, vont dans le sens d'une espèce de, comment dire, de soupe écologico-humanisto, médicalo, tout ce que vous voulez, un peu bouddhiste, qui donne le sentiment que vous allez retrouver la sérénité et que comme ça le monde est sauvé. Oui, l'EPS est perçu un peu comme cherchant sa voie entre ces deux choses-là. Et vous risquez d'être perçu par les parents
soit comme un entraîneur sportif, soit comme un coach de développement personnel. Hein. Et je sais que vous résistez à cela, mais néanmoins, ça existe dans l'opinion. Par ailleurs, on voit bien que le discours pédagogique lui-même est un peu récupéré par toute une série de, on va dire, de propos un peu ici ou là, à droite à gauche. On voit que ce qu'on pourrait appeler rapidement le management néolibéral s'est emparé du discours pédagogique. La notion de projet, par exemple. Hein. Elle s'est emparée de l'idée de l'autonomie, pour faire de l'autonomie quelque chose qui a plus de rapport avec l'individualisme qu'avec une autonomie solidaire. On a bien vu comment, j'en parle longuement dans l'article glissement de mon dictionnaire, comment la notion de compétence, qui a été introduite à un moment donné par des gens qui croyaient que c'était un moyen de lutter contre l'idéologie des dons, c'est-à-dire, moi j'ai été comme ça, hein. Moi j'ai trouvé que la compétence me libérait parce que ça me permettait de dire, par exemple, moi qui étais professeur de lettres, la créativité est une compétence, c'est pas un don. Donc si c'est une compétence et c'est pas un don, on peut la former. Et donc si on peut la former, tous les élèves peuvent être créatifs. Je ne me résigne pas à ce que certains ne le soient pas. Donc ça m'a aidé la notion de compétence. Mais on a vu comment cette notion de compétence a été récupérée par l'ERT, à Bruxelles, par l'OCDE, etc., pour en faire une notion qui finalement renvoie à une somme de savoir-faire assez stéréotypés qui ne permettent que de mesurer l'employabilité d'un sujet. Alors je ne dis pas que c'est l'usage que vous en faites vous, hein. Je dis que c'est l'usage qui commence à dominer dans le champ social. Hein. C'est ce que j'appelle dans mon livre le retour à l'employeur, pas le retour à l'envoyeur, le retour à l'employeur. C'est la manière dont la notion de compétence est entièrement récupérée par la notion d'employabilité. Hein. Alors que nous savons tous, vous et moi, qu'aucun métier et même aucun geste ne se réduit à la somme des compétences nécessaires pour l'exercer ou pour le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des compétences pour enseigner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des compétences pour sauter à la corde ou pour faire le triathlon. Je dis que enseigner ou sauter à la corde, ça ne se réduit pas à la somme des compétences. Il y a quelque chose qui ressaisit les compétences qui est, pour moi, l'intention de faire, le projet par lequel la personne va se mettre en jeu et s'engager dans l'action. Et on voit bien que oublier cela et réduire l'activité humaine à une somme de compétences standardisées, mesurables, identifiables, c'est quasiment faire l'économie de la question du sujet. Alors on pourrait multiplier les récupérations comme ça de la pensée pédagogique. Je n'évoque pas, c'est même pas la peine, tous ces hommes politiques, ces femmes politiques qui nous disent à la télévision chaque jour, sur la crise sanitaire, il faut faire de la pédagogie. Sur l'écologie, il faut faire de la pédagogie. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que nous mettons derrière le mot pédagogie. Ça veut dire il faut expliquer, bon, ce qui est bien, expliquer le plus rigoureusement possible, ce qui est bien. Alors, jusqu'où cette pédagogie est explication, et on reste chez Habermas, l'inter-argumentation rationnelle, à partir de quel moment ça devient de l'emprise, voire parfois forme de dressage, c'est évidemment une question que je laisse à votre appréciation. Mais on voit bien qu'au fond, la pédagogie est un peu récupérée par les autres et qu'on a du mal à dire, bon, nous on a des choses à nous, pédagogues, soyons fiers et gardons-les. Ne nous laissons pas prendre. Ne vous laissez pas prendre, vous, profs de PS, par ceux qui veulent faire de vous exclusivement des entraîneurs sportifs ou ceux qui voudraient faire de vous des coachs de développement personnel. Troisième élément qui fait qu'on peut s'inquiéter de la pédagogie, c'est les prétentions des autres disciplines qui veulent occuper le champ de l'éducation à elles toutes seules. Alors de l'extérieur, il y a bien sûr la philosophie. Les philosophes sont très agacés par le fait que des gens, excusez-moi de le dire, je vais le dire avec mes mots, mais que des gens comme vous, c'est-à-dire des professeurs de PS, veuillent faire de la pédagogie. Parce que ça veut dire qu'ils s'intéressent aux finalités de l'école. Non mais attendez, les philosophes, eux, ce sont des purs esprits. Hein. Ils ont la légitimité pour légiférer sur les finalités de l'école. Vous êtes des gens, vous êtes des corps. Hein. Vous êtes des corps en activité sur des terrains. Bon, eux, ils sont la pensée, donc ils ont la légitimité de penser que vous vouliez vous intéresser à la pédagogie, c'est-à-dire quels enfants pour quelle société, mais tout recuidant quand même. Hein, par rapport à ces philosophes qui pensent dans les sphères du bien, avec toute une idéologie complètement platonicienne. Ben non, vous avez raison, évidemment, puisque c'est vous qui êtes au contact des gamins, et que
La société de demain, c'est vous qui la préparez sur les terrains de foot, c'est vous qui la préparez dans vos gymnases, c'est vous qui la préparez dans les rues où un certain nombre d'entre vous courent après les gamins. Donc il faut se méfier de cet impérialisme de ceux qui prétendent être dans les sphères des idées et nous reléguer dans les sphères des exécutants de basses œuvres. Mais il y a d'autres personnes qui veulent réduire la pédagogie. Alors j'ai retrouvé un article de Pierre Parlebas de 1991 qui s'intitule « Les enseignants malades de la didactique », dans lequel Pierre Parlebas parle de débauche didactisante, de quadrillage didactique et stigmatise une didactique qui voudrait réduire la pédagogie. Et il pose la question, il ne faut pas simplement se demander comment enseigner la boxe, je cite Pierre Parlebas, mais faut-il enseigner la boxe? Pourquoi et quelle valeur on enseigne un enseignant la boxe? Quand Pierre Parlebas évoque le processus éducatif qu'il met au cœur de ce qu'il appelle l'apprentissage et conduite motrice, conduite motrice, c'est pas les conduites du moteur. Et si j'avais été attaché de presse de Pierre Parlebas, je lui aurais suggéré d'ajouter un mot à motrice, parce que motrice, pour beaucoup de gens, ça renvoie à moteur. Et moteur, ça renvoie à mécanique. Et mécanique, c'est perçu comme étant précisément le contraire de ce que Pierre explique dans ses travaux. Parce que c'est tout sauf de la mécanique, ce qu'il nous propose à travers sa conception de l'éducation physique. Donc oui, je crois que Pierre a raison de dire que la didactique est particulièrement utile, qu'elle est même indispensable, nécessaire, mais qu'elle ne peut pas se passer de la question du pourquoi, qu'elle ne peut pas se passer de la question de l'interrogation sur les valeurs, qu'elle ne peut pas se passer de la question sur l'interrogation sur la relation pédagogique. Et puis aujourd'hui, on a des tas de gens qui veulent s'emparer de la pédagogie, on a les neurosciences, alors je ne vais pas rester très longtemps sur les neurosciences, c'est des gens qui sont extrêmement intéressants, les neuroscientifiques, hein, ils nous disent des choses qui, je crois, nous font progresser d'une manière déterminante, qu'il vaut mieux être calme et reposé qu'excité et fatigué, par exemple, pour apprendre. Je pense que ça, c'est des choses sur lesquelles on a vraiment besoin d'avancer, hein, et que les neuroscientifiques ont raison de nous alerter sur ces questions-là. Bon, plus sérieusement, dans mon domaine, qui est celui de l'enseignement des lettres. Par exemple, ils me disent un certain nombre de choses sur la mémoire. Moi, ça m'intéresse parce que, en tant que professeur de lettres, je suis favorable à la mémorisation. Je suis favorable à ce que mes élèves apprennent des poèmes, par exemple. Et ils les apprennent même par cœur. Bon. Et donc, je m'intéresse à la manière dont les neuroscientifiques nous disent qu'est-ce que la mémoire à court terme, à moyen terme, à long terme, mémoire de travail, l'histoire du chemin dans la forêt, vous savez, si on ne l'emprunte pas régulièrement, il disparaît. Donc tout ça m'intéresse. Mais quand ils m'ont dit ça, ils ne me donnent aucune réponse à la question « Qu'est-ce que je fais apprendre par cœur à mes élèves ?» Des poèmes de Verlaine ou des sourates du Coran, hein, des listes de vocabulaire ou des formules pour écrire des petites annonces. Qu'est-ce que je fais apprendre à mes élèves? La question des contenus d'apprentissage, et vous en avez des contenus, la question des activités même, aucune science dure ne peut la prescrire, cette question-là. Que les neuroscientifiques nous disent comment on peut faire pour améliorer l'efficacité cognitive à tel moment de telle personne est une chose tout à fait légitime. Mais qu'elles nous disent s'il faut faire de la boxe ou du son à hauteur, ils sont incapables de nous le dire. La question du pourquoi leur échappe complètement. Et non seulement la question du pourquoi leur échappe complètement, mais la question de la mobilisation de l'élève leur échappe complètement. Comment mobiliser un élève sur un poème de Verlaine? Qu'est-ce que les sciences cognitives nous disent là-dessus? Rien du tout, absolument rien du tout. Et donc, méfions-nous de ceux qui nous éclairent légitimement, mais nous laissent penser que leur éclairage pourrait nous exonérer de la pédagogie et de la réflexion pédagogique. Leur éclairage est précieux, et moi je n'ai absolument rien à récuser à ces éclairages, mais un éclairage ne se substitue pas aux acteurs. Il les éclaire, il les rend plus lucides, il ne se substitue pas à leurs décisions, à leur réflexion et à l'exercice de leur jugement. Et puis on pourrait regarder aussi parmi ceux qui veulent dicter aujourd'hui les questions d'éducation, tous ceux qui s'appuient sur ce qu'on appelle les données probantes, les méta-analyses. Alors moi je ne connais pas les méta-analyses en EPS, Pierre et d'autres, François les connaissent. Moi je connais quelques méta-analyses dans les domaines qui sont les miens, par exemple l'apprentissage de la lecture. Les méta-analyses c'est très intéressant, c'est des analyses d'analyse, c'est-à-dire
on va chercher des recherches qui ont été effectuées dans le monde entier et on va les comparer, puis on va aller au 2e niveau, 3e niveau, 4e niveau pour arriver à dégager ce qu'elles permettraient de stabiliser en commun. Sauf que ces méta-analyses, quand elles arrivent à ce niveau d'abstraction, elles sont complètement décontextualisées. Et elles arrivent à formuler des choses qui sont des extraordinaires banalités. Par exemple, en matière de la lecture, les méta-analyses ne nous apprennent qu'une seule chose, c'est qu'il faut qu'à un moment, l'élève passe consciemment par l'idée qu'il y a une correspondance entre les graphèmes et les phonèmes. Voilà. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. On n'a rien dit sur comment on fait lire les élèves. Est-ce qu'on fait compte de Crowley, c'est-à-dire que les élèves, ils dictent leurs textes et puis la maîtresse les écrit, on l'écrit sur des bandes, on découpe, etc. Est-ce qu'on fait du b.a.-ba? Est-ce qu'on prend la méthode Boscher? Ça ne nous dit rien. Les méta-analyses, au fond, nous font apparaître des espèces de grandes constantes qui sont valables, mais qui restent de l'ordre de ce que Piaget appelait le sujet épistémique, hein, c'est-à-dire un sujet qui n'existe pas. Hein. Jean Piaget, vous connaissez tous et toutes Jean Piaget. Jean Piaget a passé sa vie à étudier ce qu'il appelait le sujet épistémique, c'est-à-dire le sujet abstraction faite de tous les conditionnements affectifs et sociaux. Vous n'avez jamais rencontré un sujet épistémique de votre vie, hein? Un sujet abstraction faite de tous les conditionnements affectifs et sociaux. Vous voyez ce que c'est? C'est une espèce de sujet purement kantien. C'est les catégories de l'entendement de Kant qui se promènent sur deux pattes. Et encore, si elles ont des pattes, c'est qu'elles ont quand même un conditionnement. Donc, c'est intéressant de chercher ces choses-là. Et il ne faut pas délégitimer ces travaux. Mais on ne peut pas imaginer que ces travaux relèvent de la pédagogie. Ces travaux ne nous exonèrent pas de notre travail pédagogique. Au contraire, ils nous renforcent dans l'idée qu'il est utile et nécessaire. Et j'insiste avec vous sur ce fait important que, au fond, nous risquons de vivre aujourd'hui un phénomène préoccupant. C'est qu'on élève, et on fait bien, le niveau de formation académique des enseignants, mais simultanément, on durcit les instructions procédurales que l'on diffuse et qui les soumettent à des injonctions autoritaires. Et on arrive à ce que mon collègue Bernard Stiegler, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est mort malheureusement il y a un peu plus d'un an et demi, appelé la prolétarisation des enseignants. Qu'est-ce que disait Bernard Stiegler? Il disait, Marx n'a jamais dit que les ouvriers étaient des prolétaires. Hein. Marx a dit que les ouvriers avaient été prolétarisés. Par quoi? Par la machine-outil. Quand on a introduit la machine-outil, eh bien, il fallait rentabiliser les machines-outils. C'est-à-dire, il fallait les faire tourner 24 heures sur 24. Comment on a fait pour faire tourner les machines-outils 24 heures sur 24? On a fait faire aux ouvriers les 3-8. Et donc, on a mis l'ouvrier au service de la machine. Et Marx explique, parce qu'il le voit, ce sont les usines qui se construisent autour de Londres à l'époque où il écrit son œuvre. Il dit, on voit des artisans qui étaient capables d'initiative, qui pouvaient prendre des responsabilités, qui deviennent des sortes d'esclaves de la machine. Bien, un des dangers que je vois émerger aujourd'hui, avec l'apparition de ce qu'on appelle l'idéologie de l'evidence-based policy ou des données probantes, ce serait de faire des enseignants, au fond, des prolétaires d'un certain nombre de chercheurs qui définiraient dans une sorte de laboratoire idéal des protocoles standardisés que les enseignants n'auraient qu'à appliquer sur le terrain, hein, mais appliquer avec des élèves qui sont toujours différents les uns des autres, avec des situations qui sont toujours différentes les unes des autres, appliquées en fonction de quelle vision de ce que je veux faire avec eux, de la société que je veux promouvoir. On voit bien que cette application nous prolétariserait et que c'est ce contre quoi, je crois, nous devons nous prémunir. Et si je suis si attaché au travail que font les collègues chercheurs à l'EPS, c'est parce que c'est des collègues qui luttent contre cette prolétarisation, et je crois qu'ils luttent là pour un combat absolument essentiel. Quatrième élément qui nous permet de douter, au moins sinon de désespérer de la pédagogie, c'est nos propres ambitions. Nos propres ambitions qui sont quand même énormes. Le pédagogue est celui qui croit que tout le monde va réussir, que tout le monde peut réussir et que nul n'est assigné à l'échec. Alors j'ai vu avant-hier soir, peut-être certains d'entre vous l'ont vu sur la chaîne Arte, le magnifique documentaire adapté du texte de Didier Héribon, Retour à Reims. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le visionner en replay. C'est remarquable à tous égards. Alors ça m'a donné l'occasion de relire le livre de Didier Héribon, Retour à Reims. Et j'en ai pris plein la figure. Que dit Héribon? Ils sont très tôt tracés les destins sociaux. Tout est joué d'avance. Bien avant l'école. Les verducs
Les verdicts sont rendus avant même que l'on puisse en prendre conscience. Les sentences sont gravées sur nos épaules, nous fils d'ouvriers, au fer rouge, au moment de notre naissance. Les places que nous allons occuper sont définies et délimitées étroitement par ce qui nous aura précédés, le passé de la famille et du milieu dans lesquels on vient au monde. Et un peu plus loin, il écrit « Une guerre se mène contre les dominés, et l'école en est l'un des champs de bataille. Les enseignants font de leur mieux, j'en suis certain. » Il ajoute, c'est ça qui est désespérant, mais ils ne peuvent rien contre les forces irrésistibles de l'ordre social qui agissent à la fois souterrainement et au vu de tous et qui s'imposent envers et contre tout. Les enseignants font de leur mieux, mais ils ne peuvent rien. Ça, c'est assez désespérant. Alors, j'ai relu la totalité de Retour à Reims. Je me suis dit, Didier Ribon, qui est fils d'une femme de ménage et d'un ouvrier dans une entreprise mort très jeune, et qui est devenu professeur d'université, il est sorti quand même de cette fatalité, lui. Il est sorti. Alors j'ai cherché désespérément dans le livre s'il y avait un cours, un enseignant, quelqu'un qui l'avait aidé à sortir. Et là, le livre est tristement vide. L'école n'est présentée que comme un lieu dans lequel il va prendre sa revanche. Mais les enseignants sont quasiment absents. Et au moment où il cherche à expliquer comment il s'en est sorti, lui, l'explication qu'il fournit, c'est une explication liée à son orientation sexuelle. Je suis gay, dit-il, et j'étais marqué par 2 verdicts sociaux, un verdict de classe et un verdict sexuel. On n'échappe jamais aux sentences ainsi rendues, et je porte en moi la marque de l'un et de l'autre. Mais je fus sauvé parce qu'ils entrèrent en conflit l'un avec l'autre à un moment de ma vie. Je dus me façonner moi-même en jouant l'un contre l'autre. Il dit, je m'en suis sorti parce que ces 2 verdicts sociaux, l'un de classe et l'autre sexuel, sont entrés en conflit l'un envers l'autre. En particulier, le fait qu'il se retrouve gay dans un milieu de machos, il explique que ça lui a permis de se positionner comme un intellectuel et donc de récuser la force virile et donc de trouver un moyen d'échapper à cette emprise de la classe ouvrière que pourtant il admire et dont il se sent solidaire. Alors, ce livre est à cet égard très désespérant parce que, bon sang de bois, si on peut rien, si les verdicts sociaux sont aussi forts et aussi puissants, si, comme le dit Didier Ribon, les enseignants font de leur mieux mais ils ne peuvent rien contre les forces irrésistibles de l'ordre social qui agissent à la fois souterrainement et au vu de tous et qui s'imposent envers et contre nous, alors si ça c'est vrai, il y a de quoi désespérer de la pédagogie, les amis. Il y a de quoi désespérer de la pédagogie. Mais je pense qu'il ne faut pas désespérer de la pédagogie. Je pense qu'il ne faut pas parce que les réalités sociales sont des réalités macro et qu'elles laissent totalement échapper à travers l'analyse sociologique ce qui se joue dans ce que Fernand Deligny appelait le moindre geste. Et que si nous ne voyons pas, si nous ne savons pas les effets que nous pouvons produire chez tel ou tel, cela ne veut pas dire que nous ne les produisons pas. Moi j'ai été, certains d'entre vous l'ont vécu, mais j'ai été assez traumatisé par les attentats. Ceux qui ont tiré sur la foule, au Bataclan, sur les terrasses, avaient été dans l'école de la République. Et j'ai entendu des gens me dire « l'école de la République a failli ». Elle a failli puisqu'elle n'a pas réussi à... Peut-être, j'accepte qu'elle ait failli. Mais je demande aussi à ce qu'on me fasse crédit d'une autre façon. Combien l'école de la République a évité d'attentats ? Le problème, c'est que la prévention, par définition, on ne voit pas les résultats. Si j'empêche des gens de basculer dans la délinquance, précisément parce qu'ils n'y basculent pas, je ne le vois pas. Mais je peux y arriver. Je peux y arriver parce que nous avons ce pouvoir, je crois, et ce pouvoir de jouer un rôle, de créer une petite déviance dans la vie de quelqu'un, de faire ce clinamen. Vous savez, le clinamen, c'est cette déviation des atomes qui a permis de créer le monde dans la philosophie épicurienne. Réfléchissez chacune et chacun d'entre vous à votre propre scolarité. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand je réfléchis à ma scolarité, qu'est-ce que je découvre? Que c'est un prof de français de 3e qui a été absolument déterminant pour moi. Et j'ai encore en mémoire les phrases qu'il a prononcées un jour après m'avoir rendu une rédaction que j'avais faite quand il m'a appelé à son bureau. Je suis absolument convaincu que cet homme a oublié ce qu'il m'a dit dans les minutes qui ont suivi. Mais moi, je n'ai pas oublié. Et ça a été le point d'appui pour moi. Ça a été le point d'appui qui fait que, à partir de là, j'ai pu basculer. J'ai pu basculer, prendre confiance en moi, dans le fait que je savais écrire et que je pouvais améliorer mon écriture. Et c'est ce moment-là qui a été pour moi la découverte d'un plaisir
qui est le plaisir d'écrire. Alors pour vous, c'est peut-être pas le plaisir d'écrire, c'est peut-être celui de faire autre chose, de vous engager dans un sport, de devenir moniteur, de passer votre BAFA, que sais-je encore. Mais si vous réfléchissez à votre histoire, vous verrez à quel point nous avons du pouvoir. Alors peut-être pas de faire chambouler complètement la société, mais nous avons du pouvoir. Et puis même si nous n'avons pas tout le pouvoir, peut-être faut-il que nous ayons le sentiment que nous l'avons. Je cite souvent ces phrases de Régis Debray, qui est un homme avec qui j'ai beaucoup débattu, j'étais en désaccord très souvent avec lui, mais que j'estime beaucoup, et qui dans un livre qui s'appelle « Bilan de faillite » écrit ceci à son fils. Si nous n'avions pas d'autre source d'énergie que le bon sens, nous ne pourrions que négocier au jour le jour la déprime, chacun pour soi, comme dans un naufrage. Ce qui nous rassemble, ce qui nous fait tenir debout, c'est ce qui nous dépasse. Et ce qui nous dépasse n'a souvent pour les gens raisonnables ni queue ni tête. On ne vit, dit-il, qu'avec un indémontrable chevillé au corps. Et si tu veux pouvoir aller jusqu'au bout de toi-même, il dit à son fils, préserve en toi la part du feu. Alors je vois qu'il y a des jeunes collègues là, moi je suis un vieux collègue, et si j'avais qu'un seul message à leur livrer, ce serait préserver en vous la part du feu, la part de l'utopie, la part de l'espérance folle. Parce que sans cette espérance folle, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que dit Régis Debray, on négocie au jour le jour la déprime, chacun pour soi comme dans un naufrage. Il y a toutes les raisons de négocier la déprime aujourd'hui, mais il ne faut pas négocier la déprime. Il faut rester convaincu que cet indémontrable chevillé au corps nous fait vivre, nous fait agir, nous fait être heureux, et permet à d'autres de basculer peut-être dans quelque chose qui fera que peut-être ça changera le monde. Un seul élève à qui quelqu'un a un jour tendu la main peut changer le monde. Peut changer le monde parce qu'il peut se dire « Je ne suis pas condamné à devenir un terroriste, je ne suis pas condamné à devenir un chômeur, je ne suis pas condamné, je peux basculer de la fatalité dans la liberté. » Alors oui, je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour désespérer. Et la lecture de ce livre m'en a encore conforté. Mais toutes ces raisons pour désespérer, pour moi, c'est des raisons d'espérer, paradoxalement. C'est des raisons pour dire, oui, on y croit quand même, l'éducation a du pouvoir, on peut quand même, et nous en avons besoin, parce que ça nous fait tenir debout, parce que ça nous fait avancer, parce que ça nous fait lever les yeux. Il y a une phrase de Maria Montessori, j'ai beaucoup de réserves sur un certain nombre de propos de Maria Montessori, mais il y a une phrase que j'aime bien, quand elle dit « Que serait l'adulte sans l'enfant qui l'aide à s'élever ?» L'enfant l'aide à s'élever parce que l'enfant l'oblige à regarder au-dessus de l'horizon, à regarder demain, à regarder plus loin. Quand j'aurais tendance à m'enfermer dans le désespoir, dans l'amertume, dans « Ah oui, non mais eux, attendez, dans 20 ans c'est eux, hein !» Ça m'oblige à relever la tête, et ça m'oblige et ça me permet de ne pas désespérer. Alors, j'en arrive à cette deuxième partie, puis on enchaînera bien sûr sur un débat avec vous. Si j'avais à vous donner, allez, 3 ou 4 pistes, j'ai donné 4 pistes qui sont des raisons de désespérer, 4 des raisons d'espérer. René Char dit « Ne t'attarde pas à l'ornière des résultats ». Moi j'ajouterais « Ne t'attarde pas à l'ornière des résultats immédiats ». Ne t'attarde pas à l'ornière des résultats immédiats, ce qui ne veut pas dire que tu es indifférent aux résultats, ce qui veut dire que tu accompagnes. Quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, que nous avons travaillé ensemble, Jacques Lévin, disait, c'est un psychanalyste avec sa manière, il faut que les enseignants passent du regard photo au regard cinéma. Alors, on peut comprendre ça comme on veut, mais pour lui, le regard photo, c'est ivoirien, il est excellent, c'est la photographie de l'instant de quelqu'un. Le regard cinéma, c'est l'accompagnement sur la durée. J'étais ce matin à un colloque sur l'évaluation et je disais à quel point les professeurs de PS m'ont fait progresser dans ma conception de l'évaluation. Moi, quand j'ai découvert que les professeurs de PS n'évaluaient plus, comme quand j'étais à l'école, l'élève sur simplement la rapidité avec laquelle il faisait le tour de piste ou la hauteur qu'il sautait en saut en hauteur, ça m'a changé complètement mes perspectives. Ça m'a fait entrer dans une autre vision, qui est une vision où l'évaluation n'est pas faite pour que je sois meilleur que les autres, elle est faite pour m'aider à devenir meilleur que moi-même. Voilà, une évaluation qui m'aide à devenir meilleur que moi-même. Et je pense que nous avons un pouvoir là-dessus. Ne t'attarde pas à l'ornière des résultats immédiats, mets en place des outils qui permettent d'aider les gens sur la durée et de les aider à se dépasser. La notion de dépassement est importante. Et je trouve que dans votre profession, le dépassement est quelque chose de fondamental. Vous savez, on s'est beaucoup battu et encore récemment, on discutait avec une collègue un peu
à perte de vue sur la signification du mot émancipation. Une des manières de penser le mot émancipation, c'est le mot dépassement. Dépasser, se dépasser, dépasser ce qui nous enferme, dépasser ce qui nous empêche, se dépasser, être capable de se découvrir, capable d'aller plus loin que ce que l'on croyait être capable de faire. Ça, c'est fondamental. C'est un des enjeux majeurs de l'émancipation et d'une émancipation sur laquelle nous avons du pouvoir. Ne t'attarde pas à l'obtenir des résultats immédiats. Deuxième leçon, ce serait ne cultive pas l'aveuglement. Ne cultive pas l'aveuglement parce que rien de ce que nous faisons au quotidien n'est neutre. C'est-à-dire n'est insignifiant pour ceux avec qui nous travaillons. Tout ce que nous faisons a du sens pour lui. Et nous avons besoin de cette lucidité sur le sens que prennent nos actions, non pas pour nous, mais pour les autres. Quel sens ils donnent à ce que nous faisons avec eux? Quel sens ils donnent eux? Très souvent, nous nous aveuglons sur le sens que donnent les autres, et nous voyons bien, les sociologues ont abondamment documenté ce point, que les élèves donnent à leur vécu scolaire un sens très stratégique. C'est ce que les sociologues appellent le métier d'élève. Métier d'élève, vous savez, qu'est-ce qu'un bon élève? C'est pas quelqu'un qui s'ennuie pas à l'école, c'est quelqu'un qui est capable de s'ennuyer poliment, c'est-à-dire de s'ennuyer sans le montrer, tout en hochant la tête pour que le professeur croie qu'il s'ennuie pas. Qu'est-ce qu'un bon élève? C'est un élève qui sait quelles sont les questions qu'il faut poser au professeur parce qu'il sait que c'est ces questions-là auxquelles il aime répondre. Voilà. Qu'est-ce qu'un bon élève? Un bon élève, c'est qui a repéré quels sont les devoirs qui ne sont pas notés ou dont les notes ne comptent pas, comme ça il peut les bâcler et il consacre son énergie au reste. Donc c'est un stratège, un bon élève. C'est quelqu'un qui croit être autonome, qui en réalité n'est qu'à peine débrouillard. C'est un stratège, c'est un arriviste qui se débrouille pour y arriver. Voilà. Et par rapport à ça, nous devons avoir cette interrogation permanente. L'élève qui agit comme cela, c'est parce qu'il donne quel sens à l'activité que nous avons avec lui? Il ne voit dans cette activité que l'occasion d'une concurrence avec les autres et non pas l'occasion de se dépasser lui-même. Il y a quelque chose là qui est, me semble-t-il, assez fort. Nous avons besoin d'une lucidité toujours plus grande sur le sens qui est vécu, ce qui est vécu par l'élève dans les situations scolaires. Alors, c'est compliqué parce que, comme le dit le philosophe Husserl, il y a une opacité incontournable de la conscience d'autrui. Je ne sais jamais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre. La personne peut être très gentille avec moi, me faire des tas de m'amour, me dire que, etc. Elle peut toujours penser, pauvre con, dans sa tête. Bon, c'est un des problèmes qui fait que le dictateur est toujours fragile. L'autoritariste est toujours fragile, parce qu'il voit des gens qui lui obéissent, mais il a toujours peur qu'ils lui obéissent par peur et non pas par dévotion. Il a toujours peur que les gens lui obéissent par devant, mais n'en pense pas moins par derrière. Et il voudrait que les gens lui obéissent parce qu'il l'aime, mais il ne le sait pas, parce que ça, c'est l'opacité complète de la conscience d'autrui. Eh bien, nous ne pouvons pas franchir cette opacité. Nos élèves nous sont opaques, mais nous pouvons engager l'échange avec eux. Ils ne nous diront pas forcément et nécessairement la vérité, mais l'échange engagera une interlocution où quelque chose pourra peut-être se passer. Quelque chose qui sera une construction réciproque du sens de ce que nous faisons ensemble. Troisième piste, nous sommes responsables du futur. Le futur n'est pas écrit. Le futur n'est pas écrit. Alors bien sûr, le futur va arriver. Le futur, c'est ce qui se passe dans une demi-heure. Une demi-heure après 20h, il est 20h30. Mais l'avenir, on ne sait pas ce qu'il sera, même à 20h30. On ne le sait pas. Le futur se déroule inexorablement, mais l'avenir, nous devons le construire. Nous allons le construire tout à l'heure ensemble. Et cette responsabilité du futur, on ne peut pas la fuir éternellement en se cachant derrière la peur du présent. Et puis, je voudrais insister sur un quatrième point. Nous autres enseignants, nous avons un devoir d'alerte. D'alerte à l'égard de toute la société. Dans le dictionnaire auquel Stéphane faisait allusion tout à l'heure, qui est à la fois écrit pour être lu notice par notice, mais aussi avec une progression, j'ai voulu que le dernier mot soit village,
Parce que j'ai voulu qu'une dernière phrase soit un probablement faux proverbe africain qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Je crois qu'aujourd'hui, la société a oublié cette vérité-là. Elle a oublié que nos élèves sont des enfants, que les collégiens, 30% d'entre eux regardent la télévision le matin avant de venir au collège, des dessins animés stupides achetés au kilomètre au Japon et entrecoupés de publicités absolument débiles et qui les conditionnent complètement à un moment où ils sont dans une situation d'attention flottante complètement réceptif. Alors le Figaro titre que nous endoctrinons nos élèves, mais la publicité dans la télévision du matin, évidemment, n'endoctrine pas les élèves. C'est pas grave, on peut laisser continuer à faire ça. Nous avons oublié que ce qui se passe quand l'enfant traverse la rue, va acheter quelque chose, ça contribue à son éducation. Nous avons oublié que la manière dont il vit ses loisirs, ça contribue à son éducation. Et un des paradoxes de notre société, c'est que dès qu'il y a un problème, elle se tourne vers les enseignants. Et elle dit aux enseignants, il y a un problème, enseignez le code de la route. Les enfants ne savent pas le code de la route. Éducation à la sexualité, les enseignants, faites l'éducation à la sexualité. Éducation à la citoyenneté, faites l'éducation à la citoyenneté. L'éducation à la politesse, faites l'éducation à la politesse. Et ainsi de suite. Alors notre responsabilité peut-être, c'est de dire oui, on veut bien, mais vous faites quoi ? Retournons l'interrogation. Demandons aux parents, oui, bien sûr, vous voulez qu'on fasse réussir vos enfants, mais vous faites quoi quand vous les laissez se coucher à 1h du matin et que vous nous les envoyez en 6e avec 5 ou 6 heures de sommeil, incapables de se concentrer le lendemain? Nous avons aussi à poser cette question. Nous avons à dire, parce que nous sommes des pédagogues aux autres, mais vous aussi vous êtes pédagogues, vous êtes solidaires avec moi. Nous avons à dire aux hommes de médias, mais attendez, vous faites quoi sur les médias? Qu'est-ce qu'il y a comme journal télévisé accessible à un gamin de 12 ans aujourd'hui sur les grandes chaînes de télévision? Et que les gamins de 12 ans, ils se farcissent les infos sur le Covid où on parle de la mort en permanence, mais que jamais quelqu'un les aide à décrypter des statistiques à leur niveau de compréhension des statistiques. Mais on continue. Et les gens qui font les villes, ils font quoi pour les enfants dans les villes? La largeur des trottoirs, comme disait Fourier il y a longtemps, c'est vachement important pour l'éducation, la largeur des trottoirs. Et puis alors, et les jardins d'enfants, c'est quoi dans les villes? C'est des tourniquets et des toboggans? Et si c'était plutôt des terrains d'aventure, pour que les gamins, pendant les vacances de Toussaint, ils passent pas 15 heures devant les écrans, mais qu'ils aillent dans des terrains d'aventure construire des trucs ensemble. Nous avons, nous, enseignants, à assumer complètement notre rôle de pédagogue et à dire, on est pédagogue et on veut émanciper les gamins. Mais on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas le faire seul. Et nous avons, une responsabilité d'alerte à l'égard de l'opinion à cet égard. Alerte à l'égard des parents, alerte à l'égard des politiques, alerte à l'égard des médias, alerte à l'égard de tous ceux et toutes celles qui voudraient qu'on fasse tout et qu'on résolve tous les problèmes éducatifs, comme si effectivement, et alors là on est exactement à l'inverse de ce que dit Héribon, comme si l'histoire singulière de chaque être n'existait pas. Alors bien sûr qu'Héribon a tort, je crois, de nous dire que l'enseignant peut rien. Mais nous avons tort de penser que l'enseignant peut tout. Il peut beaucoup. Mais il a aussi, je pense, une responsabilité sociétale aujourd'hui qui est de dire « je peux beaucoup, mais pas tout seul ». Mais pas tout seul. Le rapport au corps, par exemple, qui est un des objets de travail privilégiés, ça joue aussi, mais évidemment, en famille. La question de l'alimentation, la question des 6 ou 8 heures par jour devant les écrans, assis avec son joystick dans la main, c'est aussi quelque chose qui relève de la responsabilité des familles. Et puis, l'alternative aux écrans, c'est une responsabilité sociétale. Je lisais des statistiques qui nous disaient que pendant les vacances de Toussaint qui viennent de se terminer il y a peu de temps, on a eu des pointes de consommation d'écran dans les cités, dans les banlieues, qui allaient jusqu'à 18 heures par jour. 18 heures par jour de consommation d'écran. Donc d'enfants assis sur une chaise devant un écran. Et il y a une sacrée responsabilité sociétale là. Qu'est-ce que la société leur propose dans les cités à ces gamins-là ? En alternance aux écrans, en termes de centres sociaux, en termes de terrains d'aventure, etc. Nous avons aussi à dire ces choses-là. Et je vais vous dire une chose que je dis souvent, que j'ai dit très souvent aux organisations syndicales enseignants. Je leur dis, vous êtes trop timides dans vos interpellations sociétales. Vous êtes trop timides. N'acceptez pas qu'on vous mette toutes les responsabilités dessus et que les autres s'en exonèrent complètement. Et vous êtes à une interface avec la société qui est très importante, puisque prof de PS, vous êtes en relation avec des tas de choses, que vous avez un travail à faire dans le cadre de l'association sportive, que vous êtes souvent très investi dans des tas de lieux, que vous êtes parfois, comme Pierre, comme moi, des militants de l'éducation populaire,
Et à ce titre, nous avons à revendiquer une mobilisation pédagogique collective. Voilà. Alors tout ne sera pas parfait, on ne va pas y arriver demain, je ne vous dis pas qu'on va raser gratis et qu'on sortira complètement de la situation dans laquelle nous sommes, mais quand même, je voudrais juste vous conclure avec une note, non pas d'optimisme, mais de réalisme. C'est une citation de d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Italo Calvino. Italo Calvino est un auteur italien qui a écrit des livres super que je vous conseille si vous ne les avez pas lus, comme Le Baron Perché par exemple, un livre génial sur un enfant qui vit dans les arbres, qui refuse de descendre des arbres. Vous y trouverez des tas de choses qui vous parleront de votre métier dans ces livres-là d'Italo Calvino. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Les villes invisibles ». Et il conclut ce livre par les phrases suivantes. « L'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un d'enfer, il est déjà là. C'est l'enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble. L'enfer des égoïsmes, l'enfer des individualismes, l'enfer de la concurrence acharnée des humains contre les humains. Alors il y a deux façons de ne pas souffrir de l'enfer. La première façon, c'est accepter l'enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde façon est risquée, dit-il, et elle demande une attention et un apprentissage continuel. Il s'agit de chercher et de savoir reconnaître qui et quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer. Et cela, nous avons la responsabilité de le faire de durer et de lui faire de la place. Eh bien, dans vos cours, dans vos activités, les associations sportives, l'éducation populaire, c'est ça votre rôle. C'est faire de la place à ce qui n'est pas l'enfer, ce qui n'est pas la concurrence de tous contre tous, ce qui n'est pas l'individualisme, ce qui n'est pas la dissolution des humains dans une espèce de guerre permanente des uns et des autres ou de course au consumérisme complètement débridé. Voilà, donc oui, on va pouvoir faire des tas de choses, et moi je crois que si nous sommes nombreux à faire exister des lieux et des espaces où on témoigne qu'un autre type de relation humaine est possible, que ces relations sont à la fois solidaires et émancipatrices, qu'elles peuvent émanciper les gens et non pas simplement en permettant aux dominés de devenir des dominants, mais en permettant d'interroger les situations de domination, alors on aura fait avancer les choses et on pourra dire qu'on ne peut pas désespérer de la pédagogie.